Alors, nous voici déjà rendus à la dernière séance de la journée. Ça a été une belle journée productive. On a appris des choses, on a rencontré des gens. C'est maintenant le temps de se tourner vers l'avenir. C'est le moment d'imaginer à quoi ressembleront les 10 prochaines années. Où serons-nous en 2026? Alors, pour partager leurs réflexions et leur vision d'avenir pour l'immigration francophone au Canada, on accueille deux invités. Shedley Belkodja est professeure et chercheur à l'Université Concordia de Montréal et Sylviane Lantier, qui est la présidente de la FCFA. Et je pense que vous allez chacun faire un exposé, c'est ça? C'est ça l'idée? OK. Si vous avez besoin de moi, je suis là et je viendrai vous poser des questions. OK. Donc, bonjour tout le monde. J'ai une petite question à savoir, combien de personnes ici étaient à la première rencontre sur la journée pré-conférence immigration francophone? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont assisté à la première rencontre? Peut-être 3 personnes, 4. Donc, vous voyez quand même, ça fait 10 ans. C'est positif parce que ça veut dire que il y a toutes sortes de mondes qui sont passés durant ces 10 années, c'est pas toujours les mêmes. Il y a eu quand même une évolution importante aussi dans les thématiques de cette journée-là. Ça a commencé à l'Université de Toronto, je pense, à OIC, on était peut-être là, même je me rappelle plus exactement où, mais il y avait une vingtaine de personnes dans la salle à peu près, et ça a pris du momentum au fil des années. Donc c'est important quand même qu'il y ait cette journée-là, surtout parce que ça met en présence les chercheurs, les gens des communautés, et aussi les décideurs. Donc, ça aurait été bien aussi, à la table, ça aurait été bien d'avoir quand même aussi les fonctionnaires. Peut-être Jean Viel peut venir faire un 10 minutes d'improvisation, non? Mais c'était un peu aussi l'exercice, donc c'était de pouvoir un peu se projeter en avant, 2026, à quoi pourrait ressembler l'immigration francophone en 2026. Donc, rapidement, moi, j'avais préparé quelques idées, mais j'avais envie de dire, imaginons à quoi peut ressembler un espace francophone plus marqué par l'immigration. C'était un peu mon idée. Et puis, je partais vraiment aussi de cette idée que, comme chercheur, il est important aussi de théoriser la recherche sur l'immigration. On a beaucoup entendu et on entend beaucoup parler de recherche appliquée, c'est important, mais toute recherche part aussi d'une théorie, de la théorisation. Donc, comme chercheur, on a eu au moins l'occasion ce matin aussi d'entendre. C'est important d'avoir des différentes approches. Donc, un historien, par exemple, nous amène sur un autre terrain que quelqu'un qui fait l'analyse des politiques publiques ou quelqu'un qui peut être un anthropologue. Donc, c'est important d'avoir une variété dans la recherche aussi sur l'immigration francophone. Parce que c'est un petit terrain qui s'est développé au fil des années, et je crois que la question de l'immigration aussi nous a introduit finalement des préoccupations beaucoup plus fondamentales sur le devenir des sociétés actuelles. Donc la question de l'immigration, pour moi, nous ramène à une conception du vivre ensemble, à une conception de ce qui pourrait être en fait le bien, le juste, le rapport à l'autre, et je crois que on doit comme chercheurs se préoccuper de ces enjeux-là et ne pas seulement se cantonner donc à mesurer l'impact de certains modèles pour voir finalement si ça va maintenir le poids démographique de la population francophone. Je crois que c'est important, mais comme chercheur, on peut aussi, il faut en fait que la recherche nous amène à poser des questions qui sont parfois difficiles. On a entendu un peu ça aujourd'hui aussi. Des questions sur la justice sociale, par exemple, sur la question raciale aussi. Donc, la recherche doit nous amener à tous ces éléments-là. Mais je crois qu'en pensant à 2026, je me suis amusé un peu à fouiller dans des documents, puis je suis allé voir le site du CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, et son initiative Imaginer l'avenir du Canada, où un des champs importants, il y en a 6, c'est la question de la population mondiale maximale pour le Canada. À quoi la population du Canada pourrait-elle ressembler d'ici 2030? Alors, je me suis dit, ça c'est intéressant. Quelles sont les conséquences sociales et culturelles et économiques et environnementales possibles de ce changement de population? En 2014, un rapport important de l'OCDE aussi indique que l'Europe et l'Amérique du Nord devront absorber plus de 50 millions de migrants d'ici 2060. Le reste du monde développé, 30 millions.
Et sans cette population, les États seraient en difficulté. Donc ça aussi, ça m'a... Donc il y a des grands défis à l'horizon. Mobilité accrue, contrôle des frontières, diversité religieuse, citoyenneté, appartenance. Et je crois que l'immigration, finalement, se situe à la croisée de tous ces enjeux. Et les communautés francophones en situation minoritaire sont là aussi. Elles ne sont pas différentes. Elles doivent finalement se préoccuper de ça. Donc, je me suis dit, pensons 2 scénarios. J'ai commencé par le scénario le plus sombre. J'ai terminé un roman qui est assez sombre, qui s'intitule 2084, La fin du monde, de Boualem Salem. C'est un auteur algérien qui parle de toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui dans le monde, mais un scénario où on pourrait entendre les mots tels repli, méfiance, obsession identitaire, inégalité, isolement. Et dans ce contexte-là, on sent que l'immigration, depuis quelque temps aussi, est souvent perçue comme un danger pour qui? Pour une certaine population. Et ce qui est inquiétant dans ce scénario-là, qui est plus sombre, c'est qu'il y a une forme de manipulation aussi. Et ce matin, on a dit qu'il y a peut-être une construction médiatique, une image déformée. Et avec tout ce qui se passe en Europe, avec la crise des réfugiés, ou aux États-Unis avec une certaine montée d'intolérance, peut-être affichée par un candidat aussi qui a pris pas mal de place dans ce qui se passe aux États-Unis. On parle bien sûr de Donald Trump, mais il y a une espèce de discours, peut-être d'intolérance, de réaction forte à l'immigration, à la différence, qu'elle soit religieuse, sexuelle, culturelle. Et je crois qu'au Canada, on n'est pas nécessairement à l'abri de tout ça. Il ne faut pas croire, parce qu'au Canada, on serait peut-être différent. La dernière campagne électorale au Canada aussi a montré quelque chose d'intéressant, je crois, c'est qu'on a vu que l'immigration était débattue beaucoup plus dans nos élections que les années précédentes. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était débattu durant les campagnes électorales. Là, on en a fait vraiment un enjeu assez important. Donc, il y a peut-être un scénario qui peut être peut-être plus sombre. Il faut en être conscient. Il faut être vigilant quand on voit des formes d'intolérance se développer, des réactions des partis politiques ou des acteurs ou même des réactions qu'on peut voir dans nos médias. Je crois qu'il faut quand même rester vigilant. Mais je dirais qu'il y a un scénario qui est peut-être plus lumineux, et c'est le scénario qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. C'est un scénario qui nous amènerait à repenser un peu l'intégration. Et je dirais, plusieurs auteurs nous parlent de ça dans leurs recherches, plusieurs acteurs aussi. On parle d'interdisciplinarité, c'est un élément intéressant aussi. On parle de diversité, d'ouverture. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup dit qu'il fallait sortir peut-être du paradigme sélectif et restrictif de l'immigration. Et puis, je pense que j'avais noté quelque chose aujourd'hui. Déjà, on est un peu peut-être sorti des années de plomb, du régime qu'on a connu avant, mais il y a une certaine façon de parler plus librement de l'immigration, une façon peut-être de poser nos questions aussi plus librement. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Donc, il y a une façon de repenser, je crois, l'intégration. Et j'espère, c'est un peu l'idée que je développais dans ce texte, c'est-à-dire qu'il faut voir 2026, peut-être, ou ce qui vient devant nous, comme une façon d'avancer et de repenser notre projet de l'immigration, de la diversité. Je crois que les communautés francophones peuvent le faire, et j'avais noté trois choses, moi, que je trouvais très intéressantes, c'est-à-dire déjà d'essayer de voir les communautés francophones comme des communautés où on pourrait repenser le vivre ensemble. On pourrait le faire en considérant que la diversité, elle doit être présente, que l'intégration, j'ai peut-être été trop vite, que l'intégration finalement ne signifie pas tout simplement passer d'un bord à l'autre, mais de définir un lieu qui se situe entre les deux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a aussi entendu plusieurs fois aujourd'hui. Certains auteurs aussi s'intéressent beaucoup aujourd'hui à ce qu'ils appellent la post-intégration. Qu'est-ce qui se passe après l'intégration? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu des fois aussi se situer là? Il y a des recherches intéressantes là-dessus. La deuxième chose, moi j'ai toujours cru, et c'est peut-être mon expérience aussi au Nouveau-Brunswick pendant de longues années, que l'immigration francophone doit se développer autour du principe du carrefour. Il y a eu des mots qu'on a utilisés aujourd'hui, la rencontre, le croisement,
mais qu'elle doit se développer dans un rapport aussi au collectif, hein, un projet collectif. Alors là encore, peut-être pour répondre à l'instrumentalisation, mais c'est vraiment de penser le projet de l'immigration comme un espace où la communauté d'accueil et l'immigrant se rencontrent, se retrouvent quelque part. C'est en termes de structure qu'on peut le faire, ça aussi, d'espace, de lieu. Et je crois que c'est important de penser l'immigration comme ça aussi, d'un point de vue presque géographique, moi, je crois aussi. Il y a beaucoup de gens en études urbaines, par exemple, en études, de considérer cet espace. Donc, comment on vit notre espace dans des petites localités, dans des communautés, dans des villes de taille moyenne, à Toronto, bien sûr aussi, parce que le gros de l'immigration francophone, ça peut être aussi dans une grande ville. Comment on peut réfléchir, en fait, à ce lieu. Et enfin, je termine là-dessus. C'est un peu peut-être redondant, mais c'était peut-être pas au niveau des structures, là, mais au niveau des politiques. Comment on peut développer, et j'espère en 2026, on pourrait arriver à développer des politiques innovatrices, souples, plus osées, qui permettent de sortir des sentiers battus. Ça apparaît peut-être assez général, ce que je dis là, mais je vous donne un exemple très concret. J'ai fait du terrain récemment à Rimouski et je parlais à quelqu'un qui me disait, à quelqu'un qui travaille dans un centre d'accueil d'établissement, qui me disait, le gouvernement vient de nous couper tous nos budgets pour la sensibilisation. Et on a seulement une enveloppe budgétaire au nombre de têtes. Cette femme me disait, moi, my God, s'il n'y a plus d'immigrants qui viennent à Rimouski, mon budget, il décline. Et l'enveloppe qui servait à faire un travail collectif, sensibilisation, celle-là, on me la coupe. Alors, c'est pas très... je trouvais que ça intéressant. Donc, quand je pense en termes de politique publique ou en termes d'action politique, c'est aussi d'essayer donc d'innover, d'aller un peu plus loin. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Moi, je vais me lever parce que je me sens mieux quand je suis debout pour parler. Donc, vous allez peut-être trouver ça rigolo, là, mais je trouve ça assez intéressant que ce soit moi qui soit ici en train de vous parler parce que c'est vous les spécialistes de l'immigration francophone, puis vous avez beaucoup plus de choses à m'apprendre que moi, j'en aurais à vous apprendre. Je suis simplement la présidente de la FCFA, la porte-parole des communautés, et je fais mon gros possible pour porter vos dossiers et votre parole, mais les experts en immigration francophone, je suis consciente que c'est vous qui l'êtes et que donc vous auriez beaucoup plus de choses à m'apprendre que l'inverse. Mais bon, je participe à ce panel avec beaucoup de plaisir et j'espère que vous avez eu une bonne journée. Qui vous a permis de rencontrer vos objectifs personnels quand vous êtes venu ici et d'apprendre des choses et d'échanger comme vous le vouliez. Moi, j'ai appris des choses, en fait, dès ce matin en écoutant la présentation de notre conférencier d'ouverture qui nous rappelait que quelque part, on est tous ici issus d'une immigration qui a été celle de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, ou qui est celle de nos voisins, et que se rappeler, ça c'est quelque chose qui serait probablement important pour considérer comment on évalue l'immigration francophone. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme message, comme j'ai trouvé celui sur l'instrumentalisation des nouveaux arrivants, puis ça m'a vraiment interpellé ça. Est-ce qu'on est en train d'instrumentaliser les nouveaux arrivants? J'avais jamais pensé ça comme ça et je pense que c'est le genre de questions qu'il faut qu'on se pose parce que quand on parle d'immigration francophone, je suis convaincue qu'on parle d'un projet de société qui est aussi en mouvement et qu'on est en train d'avancer, de réaliser des choses au fur et à mesure qu'on avance et de découvrir en même temps le terrain qu'on a défriché et donc de se réajuster pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je pense qu'on a tout le temps besoin d'avoir des dialogues entre nous dans les communautés francophones avec les nouveaux arrivants aussi, de plus en plus, étant donné qu'il y a des générations de nouveaux arrivants et des nouveaux arrivants dans plusieurs provinces et territoires. Il y a une possibilité plus grande que ce dialogue-là inclut les gens qui sont les premiers concernés par ce qu'on appelle l'immigration francophone en termes d'accueil. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes et que notre capacité d'évoluer et de faire évoluer ce projet de société-là, c'est peut-être la plus grande clé de la réussite qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a pas vraiment rapport, là, mais quand j'ai 2 enfants. J'ai un gars qui a 24 ans puis une fille qui a 21 ans, qui est à l'université, ma fille. Puis
qui étudie à l'Université de Winnipeg, où on se préoccupe beaucoup de la situation des Autochtones dans notre ville, parce que c'est une problématique importante. Et en parlant de ça, elle est en train de me réapprendre toutes sortes d'affaires. Ma fille est en train de me réapprendre à penser sur un certain nombre d'enjeux que moi, j'ai jamais appris à considérer comme ça. Et je lui racontais à un moment donné que moi, la première fois, j'ai grandi dans une petite ville sur la rive sud de Montréal. La première fois dans ma vie que j'ai vu à côté de moi quelqu'un qui avait la peau pas de la même couleur que moi, j'étais au cégep. Elle, la première fois qu'elle a vu quelqu'un dans ses cours qui avait la peau brune, elle était à la maternelle. Vous imaginez la différence que ça fait? Comme je me souviens, quand cet enfant-là était toute son école primaire, il y avait un petit garçon dont les parents étaient originaires d'Haïti, puis c'était tout à fait normal. Il y avait, tu sais, comme c'était pas un sujet de conversation du tout. Et dans cette école-là, qui est la sienne, où elle est allée à l'école, en ce moment, la majorité des élèves viennent d'ailleurs que du Manitoba français. Là, c'est pas des Canadiens français d'origine. Alors, même dans cette école-là, il y a eu une énorme évolution. Alors, d'année en année, de province en province, etc., on est en train de créer d'autres générations de gens qui vont discuter autrement de ces phénomènes-là que de la façon dont nous, on en discutait il y a 10-15 ans, quand on a commencé à penser qu'il fallait qu'on s'occupe de l'immigration francophone. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de très riche qui s'en vient, parce qu'on va avoir, à un moment donné, je pense, beaucoup plus de solutions que des questions qu'on a maintenant. Ceci étant dit, si on veut arriver là, il faut aussi qu'on se prenne en main et qu'on fasse les bonnes choses maintenant pour y arriver. Et je pense qu'on était tous contents aujourd'hui d'avoir devant nous le ministre McCollum qui a pris la peine de venir nous voir, passer une petite demi-heure avec nous dans sa journée occupée, et qu'on était aussi contents à la FCFA d'avoir eu la chance de lui parler en privé pendant une demi-heure pour lui dire à quel point c'était important qu'on bâtisse l'immigration francophone à partir des ressources de notre communauté, puis à partir des forces de notre communauté, et qu'on utilise vraiment les organisations francophones, parce que c'est un projet de société pour nous. On n'est pas en train de demander des services, on est en train de bâtir des communautés, et on veut le faire avec les gens qui parlent français dans nos communautés, peu importe d'où ils viennent. Et dès que quelqu'un dans nos communautés a envie de participer à la vie en français dans nos communautés, on est content, et on veut être en mesure de travailler avec les gens qui veulent faire ça avec nous. Donc, les questions, me semble-t-il, qu'on doit se poser, c'est un peu comment est-ce qu'on peut maintenant, ou à partir de maintenant, avec un nouveau gouvernement en place, entre autres, comment est-ce qu'on peut transformer une façon qui est parfois un peu trop fragmentée de traiter de l'immigration francophone? Donc, avoir plus de cohérence et de cohésion, moins fragmentée, et dans les programmes des gouvernements et dans nos façons de faire. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour avoir quelque chose qui ressemblerait davantage à une stratégie nationale là, où le fédéral joue son rôle, les provinces jouent leur rôle, nous, on joue notre rôle, puis on a des résultats? Comment on peut faire ça? Comment on peut reconnaître dans tous ces aspects la spécificité des besoins de développement de nos communautés vis-à-vis de l'immigration francophone? Puis tantôt, je me promenais aux tables où vous parliez de différentes choses et j'entendais des questions qui sont très concrètes et très précises au sujet d'obstacles qui sont très concrets, qui nous empêchent d'avoir des résultats. Comment on peut traverser ces frontières-là? Comment aussi on peut se donner une boîte à outils plus complète? Alors, le ministre nous parle de réinstaurer avantages significatifs francophones. Quand on l'a rencontré tantôt, on lui a dit bravo, excellente idée, mais on a aussi besoin d'avoir des ressources chez les RIF, dans nos communautés, dans nos organisations, pour livrer d'autres types de services. Et il faut que notre boîte à outils soit davantage complétée. Comment on arrive à faire ça? Et évidemment, le par et le pour, je vous convaincrai pas parce que vous l'avez suffisamment applaudi aujourd'hui pour qu'on comprenne que vous êtes bien conscient de l'importance de ça. Mais je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on se rende compte et qu'il faut qu'on se redise tout le temps, c'est que nous ici, on est des bâtisseurs de communautés. On bâtit la communauté de maintenant et de l'avenir comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, les gens ont bâti nos communautés aussi. On n'est pas parfait.
Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Et effectivement, si on a des espaces pour se dire qu'on n'est pas parfait, c'est important. Des espaces où on est capable de recevoir des messages comme celui de M. Frenette ce matin qui nous dit « Attention à l'instrumentalisation ». C'est important de recevoir ces messages-là et d'être capable d'en parler entre nous. On n'est pas parfait. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on trouve des façons de s'améliorer. On a besoin aussi de mieux comprendre, je pense, quelle est la réalité du nouvel arrivant pour être capable de mieux travailler sur cette préoccupation-là du sentiment d'appartenance et de l'identité, c'est-à-dire comment on fait pour créer des espaces où les gens sont suffisamment à l'aise pour qu'on ait vraiment un vivre ensemble. On n'est pas tout à fait rendu là, mais on est, je pense, capable d'y arriver si on se pose les bonnes questions puis on le travaille ensemble. Je pense aussi que l'immigration francophone, mais l'immigration francophone dans notre cas, c'est d'abord et avant tout une question de relations humaines. C'est une question de relations humaines. Et que dans la mesure où on comprend ça, puis on a envie d'avoir des relations humaines avec les gens qu'on accueille dans nos communautés et qu'on laisse la place à ces gens-là dont ils ont besoin pour justement être capables de nous recevoir eux autres aussi, on arrive à bâtir des relations qui sont fructueuses et où les gens peuvent avoir ce sentiment d'appartenance-là qu'ils ont besoin d'avoir. On est bien avec les gens qu'on aime, tu sais, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Alors, on a besoin de se faire aimer puis d'apprendre à aimer les uns les autres d'une façon communautaire là, pour réussir ça. Alors, c'est grosso modo mon message. Et voilà, c'est ça, c'est mon message cet après-midi, en fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci pour ces conférences. Il est 5h moins 2, ça fait que je propose de ne pas ouvrir la salle à des questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, OK. Sur ce, c'est ce qui met fin donc à cette 10e journée de réflexion sur l'immigration francophone. J'espère que vous avez apprécié les conférences, les discussions, les ateliers. Je pense que vous avez des bonnes idées pour vous tenir occupés pendant la prochaine année, sinon les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Un gros merci aux communautés organisateurs de la journée. Je leur demanderai de se lever pour qu'on puisse les applaudir. Ça n'a pas été facile avec la tempête d'hier soir, évidemment. Là. Alors voilà, merci pour tout. On vous demande aussi, dans vos trousses, il y a un formulaire d'évaluation de la journée. On vous demande, vous êtes plus ben nombreux, là, mais on vous demande quand même d'avoir la gentillesse de remplir ce formulaire-là. Et peut-être si vous pouvez juste le laisser sur les tables et les gens vont aller les cueillir une fois que vous serez partis. Dernière petite chose, certains d'entre vous participez ce soir à la session partage et pratique. Si vous y participez, vous le savez déjà parce que vous vous êtes inscrit à l'avance. Si vous avez oublié ou si vous n'avez pas pensé à vous inscrire et que vous voulez participer à la session pratique et partage, ça tombe bien, il y a de la place. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter ici à 19h. C'est de 19h à 20h ce soir dans cette salle. Alors, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir participé à la journée. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je m'en vais le crâne bourré d'informations. Et puis, je vous souhaite un bon retour, un bon séjour à Toronto, puis un bon retour chez vous. Merci beaucoup.